Bonjour tout le monde. On va commencer, il est midi et 3, donc bienvenue à tous et toutes à ce lunch conférence du mois de novembre. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Jean-Paul Maxum, donc, qui est professeur au département de médecine à l'Université de Montréal et chercheur ici à la direction de la recherche au CIUSNIM. Le docteur Maxum donc, est également co-responsable de notre axe promotion de la santé, prévention et gestion des maladies chroniques. M. Maxum va venir nous parler de ses recherches concernant l'artérite à cellules géantes. Donc, je veux juste vous indiquer, là, avant de laisser la parole, si vous avez des questions, à la fin, il y a une petite période qui est prévue là, pour des échanges avec le présentateur. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement les poser dans le chat du Zoom, et puis on les transférera là, donc à la fin de la présentation à Dr. Maxum. Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation pour présenter mon programme de recherche en vasculite, puis plus précisément en artérite à cellules géantes. C'est vraiment un honneur. Puis juste, soyez indulgents envers moi parce que malgré là, le fait que ça fait quelques années que je suis en pratique, en fait, je suis un chercheur en début de carrière. Donc, soyez indulgents envers mes devis, le risque de biais et tout ça parce que je suis bien conscient que c'est pas parfait. Puis, j'apprends tous les jours. Et le plan aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu des vasculites, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, et de l'artérite à cellules géantes. Je vais vous parler des travaux que notre programme et notre laboratoire a initiés et complétés, puis les projets qui sont en cours aussi, mais aussi des travaux collaboratifs qu'on fait avec d'autres collègues à travers le Canada, aux États-Unis, puis des collègues à travers le monde. Puis je finis en vous présentant notre équipe extraordinaire. Donc, pour ceux qui connaissent peu les vasculites, c'est en fait des maladies du système immunitaire où le système immunitaire est trop fort et se met à attaquer notre propre corps, et notamment dans ces maladies-là, les artères. Ces artères-là, lorsqu'elles sont attaquées par notre système immunitaire, il y a de l'inflammation, des blocages, et ça peut causer du dommage aux organes où ces artères sont touchées. Et c'est des maladies qu'on appelle les vasculites. C'est une catégorie de maladies. La réalité, c'est qu'il y en a plus d'une vingtaine et leurs manifestations sont très variables et tous les organes peuvent être touchés par la majorité de ces maladies-là. Le cerveau, les yeux, la peau, le cœur, les poumons, les reins. Et les manifestations peuvent être assez sévères pour mettre la vie en danger dans beaucoup de cas. Comme on voit ici à droite, des images de scan où il y a une destruction de la base du crâne par cette vasculite-là, qu'on peut avoir un envahissement du cerveau. On a une destruction du nez, on a de la gangrène au niveau de la peau. Et dans certaines de ces maladies, on peut avoir des saignements massifs aux poumons, se ramasser aux soins intensifs avec de la ventilation mécanique, un peu comme dans le temps de la COVID et comme les patients qui sont actuellement aux soins intensifs. On peut avoir besoin d'hémodialyse à cause de l'insuffisance au niveau des reins. Donc, c'est des maladies sérieuses qui mettent la vie en danger et qui sont rares, difficiles à reconnaître. Et c'est un peu l'enjeu de mon programme de recherche, ce que mon programme essaie d'adresser. Je vous ai dit qu'il y a environ une vingtaine de sous-catégories à ces maladies-là ou des diagnostics. Et elles sont classées, ces maladies-là, par la taille d'artères qui sont touchées. On a une classification ici fameuse qui classifie ces maladies-là. Et donc, les grosses artères peuvent être touchées dans certaines maladies, les artères de taille moyenne et les petites artères. Et donc, les manifestations, les symptômes vont différer en fonction de la maladie puis de quel type d'artère est touché. Donc, mon programme porte principalement sur l'artérite à cellules géantes, qui est une vasculite des gros vaisseaux, des grosses artères. Mais je vais vous parler de toutes les autres études aussi que nous faisons parce qu'on fait de la recherche sur toutes ces vasculites que vous voyez sur ce tableau-là. Donc, sans plus tarder, l'artérite à cellules géantes, pourquoi est-ce que je m'y intéresse? C'est en fait la vasculite la plus fréquente. On estime qu'au Canada, il y a présentement 60 000 à 80 000 patients qui sont atteints de cette maladie et qu'annuellement, on pose environ 6 000 nouveaux diagnostics par année d'artérite à cellules géantes.
C'est une estimation parce qu'on a seulement des données d'Ontario, des données administratives de la province ontarienne. Et c'est donc des statistiques que j'ai calculées avec des principes d'épidémiologie spatiale. Donc, c'est très approximatif. C'est une maladie qui touche les patients plus âgés. Généralement, survient après l'âge de 50 ans. Je ne pense pas si ça paraît très, très bien sur la diapo, mais vous voyez que l'incidence augmente avec l'âge. La grande majorité de nos patients qui se présentent avec cette maladie ont entre 70 et 80 ans, mais on commence à en voir dès l'âge de 50 ans. Pourquoi? On ne le sait pas. Ce n'est pas une maladie qui vient chez les jeunes. Ça arrive occasionnellement dans la quarantaine, mais c'est très, très, très exceptionnel. L'artérite à cellules géantes, ou son acronyme, à partir de maintenant, je vais écrire ACG, c'est une maladie qui est dangereuse. L'inflammation touche les grosses artères, puis ça touche principalement les grosses artères du crâne. Donc, le cerveau est en danger, les yeux sont en danger, on peut perdre la vision, on peut avoir mal à la tête, la difficulté à la mastication. Puis aussi, c'est comme si les patients avaient un état d'infection qui est chronique. Ils ont de la fièvre, ils perdent du poids, ils sont moins bien, ils perdent leur autonomie. Et elle peut être assez catastrophique. On peut avoir des syndromes coronariens comme des infarctus du myocarde, on peut avoir des AVC, on peut avoir des dissections d'artères où l'artère se déchire, des anévrismes. Et donc, ce n'est pas banal comme maladie, puis il faut la reconnaître rapidement pour éviter les complications. C'est aussi une maladie qui coûte cher, l'artérite à cellules géantes. On estime qu'en 2050, il y aura plus de 3 millions de patients qui seront atteints de cette maladie-là au Canada par le vieillissement de la population, les avancées en médecine qui font en sorte que les patients demeurent en vie plus longtemps. L'incidence de l'artérite à cellules géantes, on pense, va augmenter parce que les patients restent plus en vie et donc le fardeau sociétaire va être plus important. Une très grande majorité des patients qui ont une suspicion de cette maladie ou cette maladie transitent par les urgences, ont besoin d'hospitalisation et donc il y a un coût au système de santé qui est accru. Aux États-Unis, le coût associé à cette maladie annuellement est de 1 milliard de dollars. Et aussi un coût sociétaire, parce que lorsque ces patients-là sont atteints de cette maladie-là, on se souviendra que c'est des patients âgés de 70 ans, 80 ans, quand ils perdent la vision ou ils sont très malades, souvent ils perdent leur autonomie, ne peuvent plus rester à la maison, ont besoin de relocalisation, CHSLD, besoin de proches aidants, et donc une bonne perte d'autonomie qui n'est pas négligeable. Et il y a une baisse de productivité pour les proches aidants, les enfants, les amis, qui souvent ont besoin de réduire leur travail, de démissionner pour prendre soin de leurs parents ou de leurs proches qui ont la maladie. Donc, c'est une maladie dispendieuse et les coûts vont augmenter vu le vieillissement de la population. Donc, un des premiers projets que j'ai fait lorsque j'ai commencé à l'hôpital Sacré-Cœur, c'était d'établir le registre local d'artérite à cellules géantes. On n'avait pas de registre qui recensait tous les patients. On s'entend que c'est une maladie rare. C'est très difficile de faire de la recherche dans cette maladie vu qu'elle est rare et donc on a besoin de collecter les données sur les patients existants et les nouveaux patients pour mieux comprendre les caractéristiques, l'évolution, les traitements qui fonctionnent ou non. Et donc, c'était mon premier projet. Ce registre a été créé en 2019 à l'aide d'un étudiant, Dr. Hussein Balbaki, qui est un futur interniste qui commence l'année prochaine avec nous à l'hôpital Sacré-Cœur. Et c'était une cohorte d'inception, donc les patients étaient inclus dès le début de leur maladie et avec des données rentrées périodiquement au suivi longitudinal, avec un design mixte, rétrospectif de 2000 à 2019 et prospectif par la suite. Et l'objectif était très large, ce qui faisait en sorte que le registre est extrêmement précis et très long en termes de quantité de données. On voulait caractériser l'artérite à cellules géantes, ses complications et son traitement. Donc, on a un peu anticipé tout ce qu'on voudrait collecter sur cette maladie-là pour faire ce registre. À ce jour, le registre a 334 patients
qui contribue pour un total de 2100 patients année de suivi. Et je suis quand même fier de ce registre. C'est le deuxième plus gros registre au Canada après celui de Hamilton, qui a environ 50 patients de plus. Donc, c'est un beau succès, puis ce registre a porté fruit. Une des premières études que nous avons faites, c'était de regarder ce qu'on craint le plus avec l'artérite à cellules géantes, et c'est les manifestations visuelles. On a voulu caractériser les facteurs de risque d'avoir des atteintes visuelles, de perdre la vision avec cette maladie-là, puis de comprendre c'est quoi le devenir de ces patients-là et qu'est-ce qu'on devrait faire. Ce qu'on a remarqué, c'était que 19% des patients avec cette maladie ont une perte de vision d'au moins un œil au moment du diagnostic. Et de ces 19%, 84% d'entre eux n'auront aucune récupération de la vision. Donc, on a intérêt à diagnostiquer la maladie tôt avant que cette complication survienne, car elle est irréversible chez, on peut dire, presque 9 patients sur 10. On s'est demandé qui développe des atteintes visuelles en artérite à cellules géantes. Puis ce qu'on a remarqué, c'était des patients qui avaient des facteurs de risque vasculaires, comme le diabète, la maladie coronarienne, de l'hypertension, de l'athérosclérose au niveau des autres vaisseaux. Bien, c'est eux qui sont plus à risque d'avoir une perte de vision associée à l'artérite à cellules géantes. Comme s'il y avait une prédisposition au niveau des vaisseaux, puis que là, on rajoute un petit peu d'inflammation avec cette maladie-là, puis là, oups, le vaisseau vient de se bloquer, on perd la vision plus facilement. Ce qui mène au troisième point qu'on a remarqué, c'est que les patients qui perdent la vision ou qui ont ces manifestations graves ont moins d'inflammation dans le sang que ceux qui ne perdent pas la vision. Est-ce que c'est parce que c'est des maladies différentes? Je ne pense pas. Je pense que c'est par la deuxième hypothèse que je viens d'émettre que, justement, les vaisseaux sont déjà très, très, très malades et donc ça prend très peu de maladies avant d'avoir ces symptômes-là et probablement que les patients consultent à un stade de leur maladie où les marqueurs dans le sang ne sont pas encore très élevés. Mais c'est vraiment juste des hypothèses. La conclusion de cette première étude, c'était qu'il faut détecter l'artérite à cellules géantes avant que ça survienne, avant qu'il y ait une perte de vision, surtout parce que c'est irréversible chez la majorité. Et deuxièmement, il faut se méfier des marqueurs inflammatoires dans le sang qui sont bas ou normaux. Souvent, on pense que cette maladie, ça vient tout le temps avec de l'inflammation dans le sang, puis c'est vrai dans la majorité des cas, mais ceux qui ont un niveau d'inflammation dans le sang plus bas sont potentiellement ceux qui sont plus à risque d'avoir ces manifestations graves, et donc, on veut les détecter. On a aussi regardé c'est quoi les prédicteurs de récidive de l'artérite à cellules géantes. C'est une maladie qui, lorsque traitée, ça va bien, et lorsqu'on essaie de réduire les traitements ou cesser le traitement, on a jusqu'à 70% de chances de récidive, et parfois même, chez certains patients, ce risque-là augmente à 90% de chances de récidive. Donc, on a regardé dans notre cohorte, qu'est-ce qui prédit les récidives? Ce qu'on a remarqué, c'était qu'un niveau élevé d'inflammation, c'est un facteur de risque. La polymyalgia rheumatica, donc les atteintes d'articulation des épaules et des hanches, ça augmente les chances de récidive. Ceux qui se présentent avec des atteintes des yeux, des AVC au début, ça prédispose aux récidives. Et les patients qui ont un faible poids, chez qui on commence de la cortisone à plus faible dose, à moins que 40 mg, ça augmente aussi les chances de récidive. Ce n'étaient pas des grosses nouvelles. Ces données-là ont été rapportées de façon isolée dans d'autres études, mais notre cohorte a permis de confirmer le tout et de confirmer tous les facteurs de risque qu'on suspectait qui augmentaient les chances de récidive. Donc, c'est quand même utile d'identifier ces phénotypes de patients-là, parce que lorsqu'on pose le diagnostic, ça nous permet de choisir le traitement et la durée de traitement désiré. Donc, on peut choisir, au lieu de faire un traitement usuel de 1 à 2 ans, vouloir étendre la thérapie pour plusieurs autres années pour éviter les récidives. Je vous épargne toutes les études qu'on a faites avec notre registre, mais il est très utile, puis il nous sert encore. On a pu identifier des manifestations rares ischémiques
de l'artérite à cellules géantes qui sont peu rapportés dans la littérature et de faire une série de cas. Puis on s'est aussi penché sur les patients qui se présentaient avec des AVC au cerveau et pour mieux comprendre c'est quoi les facteurs de risque d'avoir un AVC et de se présenter comme ça avec un peu cette catastrophe médicale. Actuellement, avec notre registre, on est en train d'étudier la réponse aux traitements actuels, puis les traitements qui sont utilisés, puis leur évolution. Parce que dans les quelques prochaines années, il y a plusieurs études sur des nouveaux traitements qui vont être terminés, donc 2 qui sont terminés actuellement. Et il faut démontrer qu'il y a des besoins non comblés en thérapie pour un peu tordre le bras pour un peu les compagnies d'assurance, les agents payeurs publics qui voient le besoin pour l'approbation. Étant donné que c'est toutes des études de phase 3 d'une durée de 1 an, souvent ça prend des données de la vie réelle pour un peu pousser la balance vers l'approbation de nouvelles thérapies. Donc, avec cette étude-là de notre registre, on va tenter de démontrer qu'avec les traitements actuels, il y a encore beaucoup de récidives, il y a encore des complications. Pour ceux qui sont du domaine, on peut avoir certaines complications comme la diverticulite avec un traitement. On a des infections et on a encore besoin d'un nouveau traitement. Donc, cette étude-là va être terminée au mois de janvier, puis c'est un peu stratégique parce qu'il y aura des nouveaux traitements qui vont être proposés à l'INES l'année prochaine. Donc, ceci clore un peu là, des études avec notre registre. Je vais vous parler d'études diagnostiques maintenant, puis c'est vraiment le nerf de la guerre là, de mon programme de recherche. Donc, on s'est parlé des complications en lien avec le retard diagnostique, surtout de la perte de vision. Puis un des problèmes diagnostiques qu'on a, c'est que historiquement, ce qu'on faisait, c'était une biopsie d'artère sur la tempe, ça s'appelle l'artère temporale, pour poser le diagnostic. Puis ça, c'est un examen qui est problématique, car il est difficile d'accès. Et on a besoin d'un setup de bloc opératoire, ça prend des plages opératoires. On a besoin d'obtenir un bon segment d'artère. Il y a un risque de complication vu que c'est une chirurgie. Et, dépendamment de l'expertise, autant du chirurgien que de la personne qui fait la lecture au microscope, on peut avoir des faux négatifs, donc des résultats faussement négatifs, allant de 20% à 60%. Donc, c'est un énorme problème et je voudrais que la majorité du temps, ce n'est pas un examen qui est très, très, très utile, surtout lorsque l'équipe qui fait cet examen n'est pas habituée. On a été les pionniers au Canada à valider un nouvel examen qui est l'échographie haute résolution des artères temporales pour diagnostiquer l'artérite à cellules géantes. Dans cette étude, on effectuait de l'échographie haute résolution au niveau des artères des tempes, celles où on ferait la biopsie normalement. Puis ce qu'on recherchait, c'était des signes d'inflammation qu'on voit à l'échographie par les teints de gris et de noir. Fait que vous voyez ici, la couleur, c'est le flot sanguin. Puis tout le teint de noir autour de ce flot sanguin-là représente de l'inflammation et donc de l'artérite à cellules géantes. Puis lorsqu'on coupe le vaisseau en deux, à droite, on voit qu'il y a le flot sanguin, mais autour, il y a comme un petit halo de gris-noir qui représente de l'inflammation. Et donc, ça, c'est un diagnostic d'artérite à cellules géantes. Et on a voulu évaluer la valeur diagnostique de cet examen et sa performance surtout. Dans notre étude, on a inclus 198 patients, puis on avait, dans les premières années de cette cohorte, une sensibilité de 93% et une spécificité de 97%. Et je suis quand même très heureux d'annoncer que depuis ces premières années-là, nos données se sont améliorées et depuis aussi l'évolution de l'équipement qu'on utilise. Et maintenant, on se situe à une sensibilité d'environ 97% et une spécificité d'environ 98%. Si vous regardez un peu plus bas, TAB, c'est pour la biopsie d'artère temporale. On remarque que ici, la biopsie d'artère temporale
lorsqu'elle est faite dans notre centre d'expertise en vasculite par un chirurgien dédié, élu par un pathologiste dédié, on avait 21% de faux négatifs. Donc, un patient sur 5, le résultat était faussement négatif. Et si on étendait l'analyse seulement dans les hôpitaux autour du nôtre, où il n'y avait pas d'équipe dédiée puis d'experts dédiés, les faux négatifs atteignaient 57%. Donc, au total, dans toute notre étude, on avait environ 31% de faux négatifs, ce qui est un patient sur 3 environ, ce qui n'est pas négligeable. Donc, vraiment, l'échographie d'artère temporale, lorsqu'effectuée par des personnes qui sont capables de le faire avec le bon équipement, a une meilleure performance pour confirmer le diagnostic. Mais il a des problèmes, cet examen-là. Ça nécessite justement de l'expertise, une formation d'échographie spécifique à cet examen-là, souvent qui est plus de 6 mois. Et si elle est moins que 6 mois, ça prend au moins 6 mois à 1 an de pratique avant de devenir bon. Ça prend de l'équipement qui est de haute résolution et très dispendieux. On parle d'environ 80 000 à 120 000 $ pour l'appareil d'échographie et la sonde qu'il faut. Et aussi, la personne qui fait l'examen doit en faire beaucoup et d'en faire un certain nombre par année, ce qui est un problème en termes d'accessibilité. Parce qu'on ne peut pas former tout le monde dans tous les hôpitaux à en faire, parce que tout le monde va en faire peu et tout le monde va être poche. Et donc, ça prend 1, 2 ou 3 personnes par région qui les font, mais ce qui fait en sorte que les patients doivent se déplacer, parfois 1 heure, 2 heures de route, pour que ceux qui le font gardent leur expertise. Donc, ce n'est pas un examen parfait, mais les patients qui se déplacent viennent nous voir. On a quand même un certain degré de certitude face à notre approche. On s'est demandé, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un examen des artères temporales ou la biopsie ou l'échographie, ou est-ce que le médecin, lorsqu'il voit le patient, est-ce qu'il peut prédire si c'est ça ou non juste avec son questionnaire et examen physique? Bien, il y a une étude faite par des collègues à Hamilton qui ont regardé le feeling du médecin. Puis ça, c'était des médecins experts en vasculite dans une clinique de vasculite. Lorsque ces médecins-là étaient certains que la maladie était là chez leurs patients, ils se trompaient dans 35 à 45 % des cas. Puis lorsqu'ils étaient certains que ce n'était pas ça la maladie, il manquait le diagnostic de 4 à 15 %. Donc le feeling du clinicien peut être bon, mais le plus souvent erroné, surtout lorsqu'on a la certitude que c'est ça le diagnostic. Il existe des scores de probabilité clinique, donc des scores que l'on calcule à l'aide de symptômes, d'imagerie, d'examens physiques et de prise de sang, qui peuvent être utiles. Et donc, il y en a 3, le GCAPS, le BICA score, puis le ING score. Et dans une des études que nous avons fait ici prospective, nous avons comparé, excusez l'anglicisme, head-to-head, les 3 scores à l'aveugle. Donc, les patients venaient consulter à notre clinique, on faisait notre approche diagnostique usuelle, puis on remplissait tous les items des scores sans les calculer, avant même de poser le diagnostic, faire l'échographie. Puis on laissait ces feuilles-là sans les regarder dans le dossier de recherche. Et de façon indépendante, une autre personne confirmait le diagnostic final 3 à 6 mois après pour ensuite faire le calcul du score puis voir si on peut prédire le diagnostic à l'aide de ces scores. Ce qu'on a trouvé, c'est que le score, le GCAPS, qui est un des 3 scores, avait une sensibilité de 98,3 % et une spécificité de 82 %. Donc, très utile pour exclure le diagnostic. Alors que le score, le BICA score, lui, avait plutôt, c'était plutôt celui qui avait la spécificité la plus élevée. Ce qui est de plus intéressant, c'était de regarder la combinaison des scores avec notre examen d'échographie. Puis si vous remarquez la 3e ligne du tableau à droite, ceux qui avaient un score normal, puis, la dernière ligne, ceux qui avaient un score normal, le GCAPS négatif, et qui avaient une échographie normale des artères temporales, aucun de ces patients avait un diagnostic final d'artérite à cellules géantes. Et donc, notre approche maintenant, suite à cette étude, c'est de combiner la probabilité pré-test
avec l'échographie pour prédire la probabilité post-test. Et nous avons suggéré un algorithme d'investigation qui a été publié récemment pour cette approche avec la probabilité pré-test et post-test avec l'échographie. Donc, plusieurs cliniques maintenant au Canada utilisent cet algorithme pour le diagnostic de l'artérite à cellules géantes, notamment ceux qui font de l'échographie d'artère temporale. Donc, ces études-là étaient quand même utiles pour changer un peu le paradigme d'investigation, parce que jusqu'en 2018-2019, avant que l'on fasse tout ça, les patients avaient tous des biopsies. Puis maintenant, on peut voir avec mes collègues, mais on fait probablement moins que 5 biopsies par année pour 400 patients qu'on évalue. Donc, ça a vraiment changé notre façon de faire. Mais il demeure un problème d'accessibilité parce qu'on ne peut pas tous en faire au Québec et c'est dispendieux. Donc, mon programme de recherche est centré sur la découverte d'outils qui sont novateurs, idéalement qui se font au chevet par des cliniciens qui savent manipuler certains instruments assez de base et qui pourraient idéalement aussi permettre de faire le suivi de la maladie, de prédire les récidives. Et c'est un peu le point central de mon programme, ce qui a mené à une innovation qui est l'échographie du nerf optique au chevet. On s'est parlé de l'atteinte visuelle en artérite à cellules géantes, puis on a été les premiers dans le monde à étudier cette modalité de diagnostic. L'échographie du nerf optique, c'est assez simple à faire. On prend une sonde d'échographie qui est peu dispendieuse, même de l'échographie portable à moins que 5 000 $ l'appareil. On met ça sur l'œil, puis on peut voir le nerf optique. Et la rationnelle de cet examen-là, c'était que lorsque les patients se présentaient avec la maladie dans certaines études et qu'ils avaient une résonance magnétique du cerveau, on voyait que l'enveloppe du nerf optique ou la gaine du nerf optique était inflammée à la résonance magnétique. Fait que ça a été trouvé chez une vingtaine de patients à travers quelques études. Puis en lisant ça, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut voir ça à l'échographie? Puis est-ce que ça peut servir à poser le diagnostic, étant donné que c'est un examen qui prend littéralement 1 minute à faire? Donc, ce qu'on fait, c'est simple. On demande aux patients de fermer les yeux. Ils sont couchés sur le dos. On met un peu de gel d'écho sur la paupière. On dépose la sonde. Puis, on mesure derrière le globe oculaire l'enveloppe du nerf optique, qui est la ligne rouge que vous voyez à droite. Puis, on mesure ça 3 mm derrière l'œil. Ça prend quelques secondes à faire. C'est non invasif. Le patient n'a pas mal. Tout le monde est heureux. Donc, la première étude pilote que nous avons faite était de voir s'il y avait une différence à l'échographie du nerf optique chez les patients qui avaient une artérite à cellules géantes ou non. Donc, on avait 30 participants. C'est une étude très conservatrice en termes de taille d'échantillon. On a voulu détecter une différence d'au moins 1 mm chez les patients qui avaient une artérite ou sans artérite, en fonction des autres études d'échographie du nerf optique dans d'autres conditions. Puis ce qu'on a remarqué, c'était que les patients qui avaient une artérite à cellules géantes avaient une enveloppe du nerf optique qui était de 1,26 mm plus large que ceux qui n'avaient pas d'artérite à cellules géantes lorsqu'on ajustait pour l'âge et le sexe. Et statistiquement significatif. La deuxième étude pilote était un peu de confirmer la plausibilité biologique de tout ça, étant donné qu'on était les premiers à réfléchir à la question puis à le faire. Ces mêmes 9 patients-là avec la maladie, on les a revus 3 mois plus tard, sous traitement, et lorsqu'ils étaient en rémission, on a répété l'échographie du nerf optique, et il y a eu une amélioration de l'échographie en termes de taille du nerf optique, de la gaine du nerf optique chez tous les patients, à un certain degré plus important chez certains que d'autres. Mais donc ça confirme un peu la plausibilité. Ces 2 études-là ont été présentées à un congrès international, une présentation de podium, et depuis qu'on les a présentées, ça a été répété dans 2 ou 3 autres pays avec des tailles d'échantillons similaires, avec des résultats similaires aussi. Et donc la prochaine étape,
c'est une étude de validation et de performance diagnostique. Et donc, l'étude SONIC-GCA, the Sonographic Assessment of the Optic Nerve Sheath in Giant Cell Arteritis, sera une étude multicentrique, prospective, canadienne, avec une taille d'échantillon de 260 patients, avec un suivi longitudinal de 24 mois pour évaluer la performance diagnostique de l'échographie du nerf optique, évaluer sa performance dans le suivi de l'artérite acélugiante pour détecter la rémission, mais aussi les récidives, puis aussi évaluer sa valeur pronostique au début sur l'évolution de la maladie, savoir si c'est un facteur de risque de récidive. Et on a beaucoup d'autres objectifs exploratoires que je vous épargne. Et donc, si vous voulez plus d'informations, l'étude est enregistrée sur clinicaltrials.gov. Une des autres façons de poser le diagnostic, c'est l'examen physique. Puis souvent, on fait l'examen physique en palpant les artères temporales pour voir si on ne sent pas de l'inflammation. Et donc, il existe des outils qui permettent de quantifier un peu, proprement dit, cet examen physique de palpation-là, qui est imparfait, puis pour les médecins qui sont dans la salle, vous savez que ce n'est pas facile de palper les artères temporales. Donc, cet outil-là s'appelle la tonométrie d'aplanation. Ce que c'est qu'à l'aide d'une sonde, on vient la poser sur la peau au niveau de l'artère temporale, comme si on voulait prendre son pouls, puis on l'aplatit un petit peu. Quand on l'aplatit, ça donne un signal mécanique à la sonde en lien avec la rigidité de l'artère. Ce signal mécanique est transformé en signal électrique, puis ça permet de déterminer la forme puis la vitesse de l'onde pulsatile. Et lorsque l'on fait cet exercice-là entre deux points d'artère et qu'on connaît la distance en centimètres entre les deux points d'artère, on peut estimer la vitesse ou la vitesse de l'onde pulsée dans ce segment d'artère-là. Et plus la vitesse est augmentée, plus il y a un signe que le vaisseau est bloqué, inflammé. C'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage, vous mettez votre pied dessus un petit peu, vous allez voir que le débit au bout va être plus rapide. C'est le même principe ici. Et donc, c'est vraiment un examen qui est facile à faire. Si on sait prendre un pouls, on peut faire cet examen-là. Cet examen-là est utilisé dans des études d'hypertension puis en prédiction de risque cardiovasculaire entre la carotide et l'artère fémorale. Mais personne n'a jamais tenté de le faire au niveau des artères temporales. La première étape, c'était de voir si c'était faisable comme examen-là. Est-ce qu'on est capable d'avoir un signal qui a de l'allure au niveau des artères temporales? Et donc, on a fait l'exercice chez 15 patients consécutifs qui venaient à notre clinique. Certains ont eu une artérite acélugiante, certains non. Mais l'objectif ici n'était pas de détecter une différence. C'était vraiment de voir la faisabilité. Est-ce qu'on peut obtenir un signal qui est de bonne qualité, comme pour l'utilisation qui est attendue de cet appareil-là? Puis la réponse, c'est oui. On a pu identifier 4 segments d'artères où on pouvait avoir un signal de bonne qualité dans plus de 85% des patients que l'on examinait. 2 artères, notamment les artères pariétales, qui sont un peu plus haut dans le crâne, puis très petites, on n'arrive pas à avoir des bons signaux, mais pour toutes les autres artères, c'était faisable. On a exploré à savoir s'il y avait une différence entre ceux qui avaient une artérite acélugiante ou non, mais on n'avait vraiment pas la puissance. Numériquement, la vitesse de l'onde pulsatile était plus élevée chez ceux qui avaient une artérite acélugiante que chez ceux qui n'en avaient pas, mais on n'avait pas de puissance pour statistique, pour une différence statistiquement significative. Mais encore une fois, ce n'était pas l'objectif de l'étude. C'est l'objectif de cette étude, par exemple, qui est la prochaine étape. Applanation Tonometry in Giant Cell Arteritis Pilot, qui est enregistré aussi si vous voulez avoir plus d'informations. Puis l'objectif de cette étude-là, c'est de déterminer si la tonométrie d'aplanation permet de détecter des artères qui sont inflammées, puis ça, on le confirme grâce à l'échographie, comparativement à des artères qui sont normales. On veut aussi savoir si l'athérosclérose, chez les patients, vu qu'ils sont plus âgés, c'est un élément confondant. Et le troisième objectif, c'est dans le fond, on veut aussi identifier toutes les autres variables confondantes qui peuvent influencer cet examen-là. Et donc, on a une taille d'échantillon prévue de 120 patients pour cet examen et elle aura lieu sous peu. Donc,
Ça, c'est pas mal pour les tests diagnostiques, mais il y a aussi l'organisation des soins qui est quand même importante en artérite à cellules géantes, étant donné que c'est une maladie rare où il faut agir rapidement et avoir accès rapidement. On a regardé quel est l'effet de créer une plateforme d'accès rapide en artérite à cellules géantes. À Sacré-Cœur, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle l'accueil clinique, puis on a ce qu'on a pour les patients du territoire, mais on a aussi développé un site web pour les patients qui ne sont pas du territoire, où n'importe quel médecin qui a une suspicion de cette maladie-là rentre une consultation sur notre site web. On voit les patients généralement en dedans de 72 heures lorsque la suspicion est modérée ou augmentée, et quelques jours lorsque la suspicion est faible. Ce qu'on fait en une visite médicale, c'est le questionnaire, l'examen physique. On stratifie la probabilité pré-test. On fait l'examen diagnostique qui est à notre clinique avec Dr Hussein et Dr Ducharme, l'échographie d'artère temporale et axillaire. On estime après ça la probabilité post-test. Et lorsque le diagnostic, c'est une artérite à cellules géantes, on fait les suggestions de traitement, puis on stratifie le risque de récidive, le risque de maladie réfractaire. Donc, on a évalué c'est quoi l'impact de cette clinique-là, puis est-ce que ça permet vraiment d'améliorer l'accès, puis aussi les complications. En termes d'accès puis d'utilisation des ressources, c'est quand même un grand succès. Le seul bémol, c'est que c'est une étude à haut risque de biais. Les données que j'ai utilisées étaient rétrospectives, puis lorsqu'on a bâti la base de données, on n'avait pas comme objectif de faire cette étude-là. En fait, on a bâti la base de données avant même la création de la clinique d'accès rapide. Donc, il y a quand même un risque de biais, mais on note quand même qu'il y a une réduction des visites à l'urgence de 83 % à 38 %, des hospitalisations de 60 % à 24 % et que la durée médiane d'hospitalisation est réduite de moitié, de 6 jours à 3 jours. Lorsqu'on parle d'un coût d'hospitalisation d'environ 1 500 à 2 000 $ par jour, c'est quand même significatif. Malheureusement, il y avait autant de patients qui se présentaient avec une perte de vision avant qu'on crée cette clinique-là que pendant qu'on l'utilise, cette clinique-là. 20 % à 23 %. Numériquement, même, on en avait un peu plus, mais statistiquement non significatif. Pourquoi? Puis là, lorsqu'on regarde un peu les délais à chaque étape, le seul délai qu'on n'a pas adressé en créant cette clinique-là, c'était le délai entre le premier symptôme que le patient ressent puis la première fois qu'il voit un médecin, soit à l'urgence, clinique sans rendez-vous, son médecin de famille, n'importe quel autre spécialiste que le patient voit. Et lorsque le patient allait voir ce premier médecin-là, avant qu'il nous soit référé à la clinique d'accès rapide, souvent la perte de vision était déjà là. Et donc, ça veut nous dire que ce qu'on a besoin de faire, en fait, au-delà de l'accès rapide pour réduire les coûts sociétaires en lien avec ça, bien, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation pour cette maladie-là, un peu comme dans les métros avec les AVC, les signes d'AVC, puis pour que les patients connaissent cette maladie et consultent plus tôt. Donc, ça, c'est un peu un survol de tous nos projets, je vous dirais, que l'on a initiés dans notre programme de vasculite. On est aussi très fiers d'avoir beaucoup d'étudiants puis d'enseigner la recherche clinique. Donc, depuis que j'ai commencé à Sacré-Cœur, j'ai fait le décompte hier soir juste pour voir, mais 21 médecins résidents que j'ai supervisés, des programmes du tronc commun de médecine intergénérale, de rhumato, de radiologie, de dermato, de neuro, de toutes les universités francophones de médecine du Québec, plus d'Ottawa et de Toronto. On avait des étudiants en médecine aussi, des étudiants du cégep. Puis tout le monde a été extrêmement productif. On produit 19 articles, 22 abrégés, 26 affiches, dont plusieurs qui ont gagné des prix, donc des présentations podium, des prix en argent, des prix des fonds de recherche du Québec et des prix pour les articles les plus cités dans certains journaux. Donc c'est vraiment, enfin, une fierté. Puis en fait, ça nous donne un peu de la drive aussi de continuer puis de motiver des résidents à vouloir faire de la recherche. Au-delà de nos projets que nous avons initiés, on fait aussi beaucoup de recherche collaborative. Ça, c'est des grands groupes de recherche en Amérique du Nord puis internationaux. Donc, le Vasculitis Research, Clinical Research Consortium, qui est un groupe nord-américain de vasculites de recherche. Le groupe de vasculite en France,
le vasculite européen, le VAS, le groupe canadien de recherche de vasculite, le CanVasc. Donc, on fait partie de tous ces groupes-là, puis on a au moins une étude que l'on fait avec chacun de ces groupes, sinon plus. Et ces études-là sont soit à la recherche de nouveaux traitements, comme des études cliniques de phase 2 ou de phase 3, donc certains médicaments pour l'artérite à cellules géantes, en vasculite à ANCA, en polymyalgia rheumatica, puis il y a d'autres études à venir. Certaines études sont pour optimiser l'utilisation de thérapies qui sont déjà approuvées, comme l'avacopan en vasculite à ANCA. On va refaire une étude clinique qui va être pour optimiser son utilisation en comparaison avec le standard of care, ou aussi pour mieux comprendre les répercussions de changements de médicaments, comme le rituximab, qui est devenu un biosimilaire, comparer ça au rituximab original dans le traitement de vasculite à ANCA, qui est une étude observationnelle canadienne avec Dr Meunier que nous effectuons. On a aussi beaucoup de registres qui sont nationaux, internationaux, que nous faisons. Un peu comme notre registre local, on fait la même chose avec d'autres centres canadiens, puis à travers le monde, justement parce que c'est des maladies rares et qu'il faut mettre tous nos efforts ensemble. Donc, ceci fait un peu le tour des études que nous effectuons dans notre labo. Je voulais prendre quelques instants pour vous présenter une équipe en or. Donc, on a vraiment la meilleure équipe là, dans le programme de vasculite, puis je vous les présente. Vous allez les croiser dans les corridors. Donc, les chercheurs associés au programme, Dr Samer Hussein en rhumatologie, Dr Hussein Balbaki, qui était résident, en fait, qui a fait 5 ans de recherche vous avez vu sur presque toutes les publications, parce qu'il a travaillé depuis son R1 jusqu'au R5 dans nos projets. Dr Stéphanie Ducharme-Bénard, qui est au centre ici, qui est interniste avec nous, Dr Caroline Ross, moi-même, Dr Rosalie Meunier, qui est une force tranquille en recherche, mais elle sait tout. Il y a l'équipe de recherche aussi de support, Dr Guylaine Marcotte, Maria et Anne-Marie, qui font aussi partie de l'équipe qui font de la recherche en néphrologie et en chirurgie vasculaire aussi. On a aussi plusieurs autres collaborateurs, des mentors dans plusieurs autres disciplines. Dr Rémi Goupil, qui est un peu le champion de la tonométrie d'aplanation. Dr Yves Troyanov, qui est le champion de tout. Dr Stéphane Troyanov, qui est néphrologue avec qui on fait des projets en vasculite à ANCA. Dr Lantier, où on regarde les AVC en artérite à cellules géantes. Puis Dr Bernier-Jean, qui est néphrologue, qui a un PhD en épidémiologie et qui révise tout ce que je produis comme protocole. Notre équipe contient aussi tout le service de médecine interne qui nous encourage à faire nos projets, qui nous libère du temps de recherche. Fait que tout le service de médecine interne qui a beaucoup aidé pour libérer le temps de recherche, a aidé à l'initiation des projets, l'implantation, le recrutement des patients. Mais aussi, il faut se dire, on a été un peu les premiers à faire ça dans notre service, là, d'avoir un programme de recherche autonome. Fait que ça a dû nécessiter beaucoup d'adaptation en termes d'organisation de services, de temps libéré, de support. Donc, un gros merci à toute l'équipe ici. Puis, ma conjointe, Dr Alexandra Mérignouk, qui est dermatologue, qui n'a pas de formation en vasculite, mais qui lit mot pour mot toutes mes demandes de fonds, mes articles, mes abrégés. Puis en fait, c'est probablement la dermatologue qui est la meilleure en artérite à cellules géantes. Puis je crois que si je suis atteint de cette maladie dans le futur, c'est elle qui va me suivre pour traiter ça. Elle est au courant de toutes les études en même temps que moi. Et donc, puis notre petit Mathieu, qui contribue à ma productivité nocturne en me gardant réveillé toutes les nuits. Fait que voilà, merci beaucoup pour aussi tous les organismes qui ont donné de l'argent, soit pour des fonds, pour des formations ou des fonds de recherche. Donc, je n'ai pas obtenu des gros montants de millions de dollars, mais des milliers ici et là de tous, puis ça a permis un peu de faire tous ces projets-là. Et donc, si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur notre site web, vasculitemontréal.com, le site de CanVasc, qui est notre groupe de recherche canadien.
notre Twitter X de CanVasc, vous avez le handle ici qui est can_vasc. Puis on a un site de la clinique de vasculite sur Facebook, donc vous pouvez aller regarder puis être à jour sur tout ce qu'on fait. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va prendre les questions. Juste avant, on me demande de vous dire qu'il y a une campagne de vaccination dans la Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en ce moment? Oui. Fait que la question, c'était qui faisait l'échographie du nerf optique, puis est-ce qu'ils ont eu une formation? Fait que c'était un des résidents que nous avons formé en échographie d'artère temporale, qui faisait l'échographie du nerf optique avant même qu'il y ait une évaluation, le questionnaire, l'examen physique et l'échographie pour que ça soit fait de façon indépendante. Et la formation qui a été faite était de moins que 2 heures en regardant des vidéos, en pratiquant. En fait, c'est une technique qui ça a été bien démontré. On peut l'apprendre en moins de 4 heures de formation. Donc, organiser un workshop d'une demi-journée, pratiquer sur quelques patients, savoir ouvrir l'appareil d'échographie, tenir la sonde, ça suffit. Et c'est un peu la rationnelle de mes projets puis des techniques que je veux investiguer. Merci beaucoup, monsieur. Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a des plans pour collecter les sérums et avoir une biobanque? La réponse, c'est oui. Puis, je ne veux pas trop m'avancer, mais avec toutes les nouvelles thérapies qui vont venir, qui sont des thérapies très ciblées, j'en ai déjà parlé à mes collègues là, de la clinique d'accès rapide, mais éventuellement, on va potentiellement recommencer à faire des biopsies d'artères, non pas pour poser le diagnostic, mais pour voir l'immunologie de l'histologie, pour mieux choisir les traitements, puis voir si on peut individualiser les thérapies. Donc, c'est un peu les prochaines étapes de recherche, mais avant de faire ça, je vais laisser le temps aux thérapies d'apparaître, puis il y a pas sur les biopsies d'artère temporale, il n'y a rien de courant qui existe, mais c'est dans les plans, je vous dirais peut-être 2027 à 2030 de commencer à faire ça à ce moment-là. Dans le cadre de recherche, on va probablement faire nos analyses nous-mêmes dans notre labo. Merci beaucoup. J'ai une question en ligne de Carissa qui nous demande, y a-t-il des maladies chroniques associées aux vasculites? Des maladies chroniques... les vasculites peuvent, par leurs complications ou leur traitement, mener à des problèmes de santé chroniques. Par les complications, on peut avoir de l'inflammation au poumon, de la fibrose qu'on appelle, on peut avoir de l'insuffisance rénale, on peut développer de l'hypertension, du diabète, de l'ostéoporose. On peut avoir une myopathie, donc perte de force musculaire en lien avec les traitements. Donc, c'est des complications quand même assez importantes. Il existe des maladies chroniques qui sont plus associées aux vasculites, mais c'est quand même... on pourra peut-être se parler si elle a des questions plus poussées. Je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, vous me direz. Oui. On a une question qui est super intéressante. C'est, dans cette maladie-là, les artères à l'extérieur du crâne peuvent être à risque. Et est-ce qu'il y a des études ou des projets pour mieux étudier ces patients-là, puis le devenir, le traitement, la réponse? On aimerait le faire. On est encore à l'étape de comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire chez les patients au diagnostic pour poser le bon diagnostic, parce que les études ne sont pas de très bonne qualité. Lorsqu'on fait un scan en médecine nucléaire, un TEP scan, ils peuvent se négativer très rapidement et d'autres facteurs confondants peuvent faire en sorte que le TEP est positif. Les études où on a regardé l'échographie, on n'avait pas d'éléments d'examen de référence pour comparer l'échographie. Donc, on est encore dans cet aspect-là de mieux caractériser, de faire un scan, de l'angioscan. Mais pour le devenir, la difficulté, c'est des complications au long terme.
et qui nécessitent des suivis de plus de 10 ans, souvent. Mais oui, c'est dans nos plans, éventuellement, de commencer déjà au diagnostic, de caractériser les patients. Ça sera notre première étape. Bien, une autre question, c'est un des traitements, on l'utilise seulement 1 an parce que les assureurs ne veulent pas payer plus longtemps que ça. Est-ce qu'il y a des études qui peuvent changer ce paradigme-là? Pas localement, mais il y a une étude qui étudie le passage de doses à toutes les semaines à toutes les 2 semaines pour une certaine période de temps avant l'arrêt, puis des données de vie réelle qui ont étudié ça. Donc, mais rien de plus concret actuellement en cours que ça, malheureusement. Puis ouais. Merci beaucoup. J'avais une autre question. Au niveau de ce qui se fait un peu ailleurs dans le monde, là, si on sort du Canada, là, au niveau diagnostic là, en particulier, donc biopsie, échographie, formulaire et tout, est-ce qu'il y a des changements ou des approches diagnostiques différentes qui s'essayent, que vous pouvez comparer ou qui... Oui, à travers le monde, il y a plusieurs autres modalités de diagnostic qui sont tentées, étudiées, validées. La résonance magnétique des artères temporales en est une. Le TEP scan en médecine nucléaire des artères temporales aussi, c'en est une autre. Puis ensuite, il existe toutes sortes de techniques, plus, je vous dirais, des outils technologiques où on continue de faire des biopsies, mais sur la biopsie, au lieu de juste la regarder au microscope, on fait des études physiques de la biopsie sur la paroi, son épaisseur, sa rigidité et tout ça. Un peu comme la tonométrie d'aplanation que je fais moi sur la peau des patients, mais il existe des outils comme ça qu'on fait directement sur l'échantillon que l'on prélève. Donc, il y a plein d'études à travers le monde aussi. Et des outils qui sont beaucoup plus avancés aussi, de voir là, des micro-vaisseaux avec de l'échographie et tout. Mais encore une fois, c'est très niché, puis c'est quand même très dispendieux comme procédure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il n'y a plus de questions en ligne non plus, donc un grand merci, Dr. Magzo. Merci à tout le monde d'avoir assisté, participé, à ceux et celles qui sont en ligne aussi.